Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie chaque dimanche soir pour parler football. Dans l'émission, c'est l'heure du foot et au sommaire de ce quatrième numéro de la saison, on reviendra bien évidemment sur la belle victoire de l'équipe nationale. C'était vendredi dernier, 4 buts à 0 face au Djibouti, c'était au Caire. Et l'équipe nationale a fait déjà le premier pas pour, disons, cette qualification au match barrage, en attendant de valider cette qualification au prochain tour ce mardi en accueillant au stade Mustapha Tchaker à partir de 17 h l'équipe du Burkina Faso, la finale de ce groupe. On parlera de l'équipe nationale A prime qui s'est inclinée face à la Nouvelle-Zélande en match amical, première défaite de Medjid Bougara à la tête de cette sélection. On parlera aussi de l'équipe nationale U20 qui joue la Coupe de l'UNAF. Évidemment, on reviendra sur les principaux résultats de la Ligue 2 avec le RCK qui fait carton plein. 4 matchs, 4 victoires. On parlera aussi du MC Oran avec le départ entériné de l'entraîneur Azdine Aïdjoudi. Et Azdine Aïdjoudi, justement, est notre invité ce soir. Azdine, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Abdenour, amis téléspectateurs. Et supporters du MCO. Bonsoir. Oui, qui vous attendent. Abdenour Kawa, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à Asdin, c'est toujours un plaisir de le retrouver. Merci. On a tellement de bons souvenirs en commun. Donc j'espère que cette émission sera aussi intéressante que les précédentes, hein, évidemment. On espère justement voir notre équipe nationale s'imposer mardi et valider sa qualification pour le match barrage prévu au mois de mars. L'équipe nationale avant d'entamer, de revenir plus en détail sur ce match remporté au Caire face au Djibouti. On commence comme à chaque fois avec les 3 points de Kawa. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Abdenour? Tout d'abord, on va commencer par la commémoration du premier anniversaire du décès de notre ami, l'ancien président de la JSK, Mouhcherif Hannachi. Ça va tellement vite, là, c'est une très bonne chose d'avoir pensé à cet anniversaire. Et je voudrais que ça se perpétue au niveau de tous les anciens qui disparaissent. Malheureusement, dès qu'on disparaît, on est dans l'oubli. Donc il y a ce côté-là. Je voudrais rebondir sur ce premier point, justement. La GS Kabylie a justement organisé hier un petit tournoi en l'hommage de justement Mohamed Cherif Hannachi. C'était un match déjà entre la GSK et l'ASTO, l'ASTO, donc l'ancienne équipe. CLBTO. Voilà. Où il a joué. Commencé, Hannachi, oui. oui, il avait commencé. Hannachi a joué au sein de 2 clubs seulement. Donc, oui. L'équipe de Tizi Ouzou et ensuite la GS Kabylie. Puis il y a eu un match amical aussi face à Beni Douala. Il y a eu un vibrant hommage qui a été rendu à Feu Hannachi. L'équipe dirigeante s'est rendue aussi à sa tombe justement pour se recueillir. Azdine, vous l'avez connu pendant des années. C'est un président, ça reste un président mythique malgré sa disparition, Mohamed Cherif Hannachi. Tout d'abord, Allah yarhamou, Rabbi. C'est un homme comme un grand sportif, un grand homme qui aimait bien cette Algérie. Je dirais même, c'est ça qui est pour nous tous. Il a beaucoup donné à cette équipe, cette grande équipe de la GSK, avec beaucoup plus de titres. C'est vrai, hier c'était peut-être la première année, mais comme Abdel il a dit, on doit revenir. Mouhcherif, il mérite quand même un grand tournoi et une grande commémoration. Il mérite une stèle aussi. Une stèle au stade du 1er novembre. Que ce soit pour tout ce qui le futur stade. Et on doit penser à ces hommes. Aux hommes, on ne doit pas la culture de l'oubli de côté. Au contraire, on doit rendre hommage à des personnalités ou à des personnes comme Mouhcherif. Abdenour, Mouhcherif Hannachi, l'un des plus mythiques, l'un des mythiques présidents. Oui, ça a été le digne héritier des présidents mythiques également de la GSK, l'image de Abdo, Chaptra, et tout. Et je pense que c'est le président qui a duré le plus longtemps dans le football algérien. Il a donné énormément
à la JSK, et puis il avait une chose qu'il répétait très souvent, c'était pas la JSK qui jouait, mais c'est surtout quand il s'agissait de titres africains, c'était l'Algérie qui jouait, donc ça c'est assez fort. Alors, le deuxième point, un peu, c'est la 32e match sans défaite de notre équipe nationale. On se classe, bon, c'est symbolique, mais actuellement, c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans le football algérien. On voit une équipe qui était il y a si peu de temps au niveau de la division 1 et qui malheureusement quand vous avez des présidents fatalistes. Oui, comme mais ça, pour revenir un peu à ça. Après moi, c'est le déluge. Voilà, donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Beaucoup de clubs sont en train de souffrir de la gestion justement des pseudo-dirigeants, entre guillemets. Bon, ça ne s'applique pas un peu à tout le monde. Il y a quand même des présidents qui sont à la hauteur, qui font leur travail comme il faut, mais malheureusement, la majorité des clubs en Algérie sont en train de souffrir de leur propre gestion, et puis ça se répercute un peu sur tout notre football. C'est un fait, c'est une idée, Asdine, de voir un club, ça reste un club qui a joué en Liga il y a 3 ans de cela, de le voir déclaré forfait à 3 reprises en 3 matchs et justement donc de rétrograder officiellement. C'est la première en Algérie, je m'excuse, hein, c'est la première en Algérie. Je ne sais pas si c'est une première. Il y avait un club de D2. D2 qui n'est pas tellement au niveau des clubs de l'élite. Oui. C'est inadmissible pour moi. Moi, personnellement, il faut pénaliser les présidents qui ne payent pas, qui n'assument pas leurs dettes, qui n'assument pas leur gestion. Il faut essayer de laisser le club tranquille. À la survie d'un club, on ne doit pas être conditionné par une mauvaise gestion d'un président quelconque. Aujourd'hui, si on devrait pénaliser, pas le DRBT, mais c'est les gestionnaires, c'est ceux qui l'ont géré. Et malheureusement, c'est le club qui est en pâtit. Non, mais c'est ça. Il faut actionner de nouvelles règles du jeu, parce qu'on voit les pseudo-présidents, les pseudo-dirigeants qui calculent bien leur parcours de président, ils viennent avec des endettements sur le dos des clubs, et c'est ça les présidents partent et ensuite c'est les clubs qui payent un petit peu les pots cassés. Et ça, c'est pour ça que, excuse-moi, entre guillemets, les gens corrects n'avancent pas dans la gestion des clubs. Ils ont peur. Bien sûr. On leur fait peur. On va en parler justement de la gestion de nos clubs et de cette crise financière qui touche quasiment la majorité de nos clubs de l'élite. On passe désormais à l'équipe nationale après ce jingle. Allez les Verts. Et cette semaine, nous sommes tous derrière l'équipe nationale, cette équipe nationale qui continue donc de nous faire vibrer et de nous apporter du bonheur après cette belle victoire au Caire face à une modeste équipe du Djibouti. 4-0, disons un match facile, négocié par KP de Djibouti. Mais là, avant de parler de ce match face à Burkina, qui nous attend justement ce mardi. Pour ceux qui ont raté les buts, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on va revenir sur ce match dans ce sujet signé Sarah Derber. C'est un match à ne pas rater. Je dirais, si Belmadi a bien travaillé, a bien géré sa troupe depuis... on imagine qu'il a bien travaillé sur ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en parlant de guerre, c'est pour ça que techniquement, moi je parle technique. Le match du Niger-Burkina, c'est pas une référence. Pas une référence. C'est pas une référence, il faut l'oublier, il faut penser à autre chose, parce que moi personnellement, quand j'ai revu un peu le match, j'ai vu que sur le plan tactique, ils vont nous poser beaucoup de problèmes. Il faut faire attention, et je pense qu'on a tous les moyens de réussir. Abdelnour, Asdine est clair dans son discours. C'est vrai que l'équipe nationale a besoin d'un match nul pour se qualifier. Et quand on est entraîneur, sélectionneur, j'imagine... On ne doit pas penser à ça. Voilà. C'est la culture de la gagne. Est-ce qu'on doit commencer ce match par disons, rester dans la même lignée des précédents matchs, jouer à fond et viser la victoire et rien
la victoire. Bien sûr, quand on revoit un peu tous les matchs qui ont été joués depuis la prise en charge de Jamal Belmadi au niveau de l'équipe nationale, ce qu'on a toujours vu au niveau des matchs, et ce qui est réconfortant aujourd'hui, c'est qu'on a des attaquants qui sont capables de renverser des situations là où on ne s'attend pas. Donc c'est vrai que ça va être un match très difficile contre le Burkina Faso. Le Burkina Faso, de toute façon, ils sont en train depuis pratiquement 3 ou 4 semaines en train de faire tout ce qui est essayé pour nous déstabiliser. Ils sont en train de tout faire. Voilà. Bon, c'est de bonne guerre, d'accord, mais pas à ce point-là quand même. Pour aller, en parlant de terrain, en parlant de supporters, en Algérie n'a jamais été sauvage. Bien au contraire, ce qu'on a vu, ce qu'on avait vécu en Afrique, il vaut mieux ne pas en parler. Mais là, aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour essayer de nous déstabiliser. Moi, je pense que les joueurs et Jamal mettent des boules qui est, et le terrain va déterminer un peu cette qualification. Mais effectivement, il faut faire attention. Ils ne sont pas en victime, ils vont tout faire sur le terrain pour essayer de nous déstabiliser. Mais je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout les mêmes données qu'en 2013. Hein. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui est beaucoup plus performante. Surtout. Plus haut, voilà. Et qui est capable à n'importe quel moment de pouvoir renverser une situation. En parlant de la gestion du match à Asdin, cette équipe du Burkina, à travers notamment à travers les communiqués de la fédération burkinabé, on peut s'attendre à ce que les joueurs du Burkina, on suppose, viendront un petit peu provoquer le public. On parlera du public tout à l'heure. Joueurs, jouer agressif, sortir nos joueurs du match, parce que sans doute c'est leur dernière carte pour essayer un petit peu de et revenir à Ouagadougou avec une qualification. Moi je voudrais parler de certains joueurs, et je pense que c'est assez récurrent, un Ben Sebaini, un Bounjer, très souvent on les voit, un Belamri qui conteste malgré les consignes de Jamal Belmadi, et il le dit, Jamal, en conférence, que les joueurs, certains joueurs doivent se comporter, impulsifs, doivent un petit peu se comporter différemment et contrôler leurs nerfs. Pour ce match face au Burkina, on imagine que là, ça va être un match très très important notamment sur ce qui est concentration. À la limite, peut-être sur mon caisse, je dirais, cette impulsion va sortir. Mais débuter le match énervé, ça m'étonnerait. Non, c'est pas débuter le match, c'est répondre aux provocations. Par exemple, sur un tacle, on imagine par exemple... J'imagine Saïd, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils vont tout faire pour nous provoquer. Pour nous sortir du match. Quel que soit le comportement de l'adversaire, aujourd'hui, si on parle d'une équipe nationale mûre, si on parle d'un entraîneur qui a gagné 32 matchs, qui a fait le 32 matchs sans défaite, ça veut dire on a une bonne gestion. Oui. Ça m'étonnerait qu'on va s'échapper peut-être. Comme vous l'avez dit, Saïd, isolement du match, il y aura des actions, il y aura des disputes, il y aura des duels, il y aura des buts ratés. Un peu Sebaini, je me rappelle, face à la Mauritanie, il a mal réagi avec un tacle adverse, alors que c'était qu'un match amical. Donc, les données changent et on est devant une situation je veux dire inédite pour cette équipe. Ils vont réagir. Mais je pense, on va fêter ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire vraiment quel que soit le important. On le respecte. De gagner. Mais bien sûr, là, il ne faut pas justement tergiverser sur ça. C'est vrai que le Burkina Faso est en train de tout faire pour essayer de nous déstabiliser, ça c'est sûr. Mais comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, nous avons quand même une équipe, et Asdin a également l'a souligné, on a quand même une équipe mûre. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui, dès qu'on les touche, ils sont très réactifs. Quelquefois. L'avantage Abdelnos, c'est qu'on aura droit à un arbitrage assez. Il y a ça d'une part. Assez reconnu, en l'occurrence, de toutes les façons, le Sud-Africain Gomez qui arbitrera la partie. De toutes les façons, nous connaissons très bien le football africain pour savoir que c'est un football physique, que les contacts, que ça soit ici ou ailleurs, les contacts sont fréquents au niveau de ces
là. Donc il faut dépasser tout cela et rester concentré sur le match pour essayer d'avoir nos 3 points. En attendant d'avoir dans quelques instants le sélectionneur de l'équipe du Niger, Jean-Michel Cavalli, qui sera avec nous en direct. Dernière question, Asdin. Sur le plan tactique, avant ce match, on a vu Jamel Belmadi depuis quelques matchs, tantôt 4-1, 4-1, 4-2-3-1, 4-4-2, notamment en alignant un Slimani et Bounjah en avant de pointe. Est-ce que vous pensez que, selon vous, ça reste votre avis, vous connaissez très très bien cette équipe, vous connaissez les joueurs puisque vous avez eu à driver les Blélé, Belamri et Bounjah et consorts, donc on peut dire que vous avez eu de la chance de les avoir bien avant Jamel Belmadi il y a 10 ans de cela. Quel schéma serait, disons, l'idéal, le schéma un petit peu parfait pour ce match? Est-ce qu'on doit jouer en 4-4-2, par exemple, avec Slimani et Bounjah? Je m'excuse là quand tu rentres dans ces trucs. Azdine sera d'accord avec moi. C'est vrai qu'il y a une organisation de base, mais après il y a l'animation dans le jeu. On peut se retrouver en 4-4-2, on peut se retrouver. Ça dépend, mais moi je pense qu'on va garder le même style de jeu, qu'on ne va pas innover. Voilà. Le plus fréquent, voilà, c'est avec une tête, une tête en pointe. Et ça ne suffit. Parce qu'on a quand même des joueurs qui sont capables de faire, qui ont des solutions individuelles. Ça m'étonnerait qu'il va s'aventurer avec deux. Non, on a l'habitude de toutes les façons. Ça fait 3 ans qu'on joue de la même manière. Face au Mali, on a été malmené en première mi-temps, match amical au mois de juin dernier. Et Jamel Belmadi à la pause est passé un 4-4-2 et on a pu remporter le match et muscler cette équipe en fonction du match. Aujourd'hui, ça dépend aussi. Dans le fond, Jamel, comment il veut commencer le match ou le jouer, ça dépend. Mais sincèrement, moi personnellement, on a quand même des joueurs sur les couloirs qui jouent bien, qui ont des solutions. Là, ça m'étonnerait. Moi personnellement, on va jouer avec une seule pointe. Et nous avons avec nous donc l'entraîneur de cette équipe du Niger, mais avant tout, on va passer avec le jingle, l'interview et on revient. Et en interview aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous l'ancien coach de l'équipe nationale, mais aussi du MCO, Jean-Michel Cavalli, qui est à la tête de cette sélection du Niger. Cette sélection du Niger qui a affronté notre adversaire donc, de ce mardi, le Burkina Faso. C'était vendredi au Maroc. Et le match s'est terminé sur un score de parité 1 partout, alors que cette équipe du Niger menait au score. Coach Jean-Michel Cavalli, on sait que vous n'avez pas beaucoup de temps. Ma première question, vous avez tenu, je le disais, cette équipe du Burkina Faso en échec alors que vous n'aviez rien à gagner et que l'adversaire devait l'emporter. Résumez-nous un petit peu ce match, coach Cavalli. Tout d'abord, si je devais résumer la question, on n'a plus rien à faire ni à gagner. Et qu'est-ce qui nous a motivés pour ce résultat? Tout d'abord, il faut connaître bien coach Cavalli. Le coach Cavalli, c'est quelqu'un qui a 32 ans de carrière et il n'a jamais eu une casse à traîner derrière son dos. Donc, moi, vous savez, le football, c'est une passion. Et puis, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au sommet de la pyramide des entraîneurs. Mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes avant tout des éducateurs. Donc, loin d'avoir une intégrité et une honnêteté. On l'avait déjà fait contre Madagascar, en Coupe d'Afrique des Nations. On vient de le faire aux éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Burkina Faso. Donc, dans les deux compétitions majeures, je dirais, du monde du football, Monsieur Cavalli a pu démontrer que il a une intégrité pour ce sport, pour le football, et une éthique à faire valoir. Et il ne changera jamais de ligne de compte. Et c'est tout à votre honneur, coach. Justement, comment analysez-vous cette équipe du Burkina Faso que vous avez affrontée, donc je disais vendredi dernier, cette équipe du Burkina qui devait l'emporter, notamment pour
resté, disons, au coude à coude avec la sélection algérienne. Vous avez pu les tenir en échec, sachant qu'au match aller déjà, vous auriez pu les battre. Quelles sont, selon vous, vous avez affronté cette équipe que vendredi, ses forces et ses faiblesses surtout? Ses faiblesses, ses forces et ses faiblesses. Ben, à vrai dire, on ne leur a pas laissé le temps parce qu'on les a étouffés. Ce match ne nous a jamais échappé de la première à la dernière minute. Donc ils n'ont pas eu les moyens de s'exprimer. Et une équipe qui, au niveau des faiblesses, on peut reconnaître qu'elle n'a pas lâché. Mais je pense que le Niger d'hier était très difficile à battre sur des équipes de notre niveau. Coach, comment voyez-vous ce match, disons la finale de ce groupe qui va opposer, donc, vous disiez, ce mardi au stade Mustapha Tchakar de Blida à partir de 17h, l'Algérie au Burkina Faso, et quel conseil donneriez-vous, si vous devez donner un conseil au coach Djamel Belmadi avant ce match décisif pour la qualification au match barrage? Je le disais, je perds mes mots. Donc, vous avez affronté cette équipe du Burkina, donc que vendredi. Donc, ce conseil au coach Djamel Belmadi, peut-être, s'il nous écoute. Alors, vous savez, j'ai 32 ans de carrière, j'ai 65 ans. J'ai fait pratiquement tous les continents. Je suis plus expérimenté que Belmadi, que Djamel, mais je n'ai pas de conseil à donner à un champion d'Afrique. Moi, je ne l'ai jamais été. Donc, c'est plutôt lui qui pourrait me donner des conseils. La seule chose que je peux lui dire, c'est que en football, nous, on fait partie des vieux dinosaures, des vieux instructeurs, je dirais, parce que nous étions même plus des entraîneurs, nous étions des instructeurs. Et la palisse ne dirait pas mieux, un match n'est jamais gagné à l'avance. C'est la seule chose que je pourrais lui dire. Mais honnêtement, avec l'expérience que j'ai, la qualité et le niveau des joueurs, la confiance des joueurs et le fait de recevoir à Thatcher, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Merci coach Jean-Michel Cavalier, vous étiez avec nous en direct avant, notamment vous avez une séance d'entraînement avec votre sélection, on vous remercie. Abdonov, vous avez écouté un petit peu les réponses du coach Jean-Michel Cavalier. On va débuter par la dernière question, lui qui, quasiment comme vous l'avez souligné ici sur ce même plateau, en disant que ce match, il faut faire attention, ça peut être un match piège. Et que dans le football, tout peut arriver. Oui, mais c'est vrai que tout peut arriver en football, mais quand on prend un maximum de précautions, quand on est sûr du travail que l'on a fait, quand on a des joueurs qui sont prêts à 100%, surtout pour un match qui peut t'amener au match barrage de la Coupe du Monde, moi je pense que ça va pas. C'est vrai que ça va pas être facile. Mais si jamais on rentre avec la ferme intention de gagner, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Maintenant, on vient de suivre Cavalier, qui a entraîné déjà notre équipe nationale en 2006. Il a été humble. Vous lui avez posé la question de savoir que si jamais il devait donner des conseils à Djamel, je pense qu'il a été clair à ce sujet-là. Hein. Il a dit que c'est plutôt lui qui est champion d'Afrique qui doit nous donner un peu sa recette. Le conseil, c'était plus sur ce match, vu qu'il a affronté cette équipe du Burkina. De toute façon, Djamel l'a souligné. Il a dit que pour ce match-là, il voudrait bien terminer en apothéose. C'est-à-dire gagner et avec l'art et la manière. Et je pense que ça va être... C'est vrai maintenant, si on veut se mettre de la pression, on se la met automatiquement. Mais là, je pense que les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend, et l'entraîneur également. Donc je ne pense pas qu'il y aura de problème pour ce match-là. Assine, ma deuxième question, en parlant des forces et faiblesses de cette équipe du Burkina, Cavalier dit que peut-être l'une des forces de cette équipe, c'est qu'elle n'a pas baissé les bras, elle a continué à jouer, sachant qu'elle était menée au score, et elle a pu arracher le match nul, un but partout au final, sachant qu'une défaite du Burkina face au Niger vendredi dernier les condamnait officiellement.
Moi, je ne le prends pas comme repère, le dernier match, comme je l'ai dit, sachant que le Burkina, elle s'est préparée et elle se prépare disons, convenablement Cette équipe du pour. Burkina enregistre pas mal d'absences aussi pour blessures, il faut le C'est dire. pour ça que je dis que tout est préparé pour le match de l'Algérie. C'est pour ça. Ils ont oublié de jouer ce match-là. Entre guillemets, ils l'ont préparé peut-être. J'ai lu une déclaration d'un joueur, je pense du capitaine du Burkina, qui disait que justement en pensant, en se disant tellement sur le match face à l'Algérie qu'on a oublié qu'on avait un match face au Niger. Ah, c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas le prendre comme repère. Certes, il faut peut-être le regarder, l'analyser, mais pas se fixer sur ce match parce qu'il y a quand même une équipe redoutable, des joueurs rapides. Hein, ils ont des attaquants rapides. C'est pas le Djibouti ou nos adversaires précédents. C'est des joueurs capables de faire la différence. On doit les prendre très au sérieux. Mais sinon, sur le plan défensif, ce que j'ai remarqué, il y a des faiblesses. On peut jouer, je dirais pas très à l'aise, mais on peut trouver les solutions avec les Belaïli, les Mahrez, et on peut marquer. En parlant de Belaïli, Azzedine, je disais tout à l'heure, vous l'avez connu très jeune lorsque vous étiez sélectionneur de l'équipe A Prime. Et ce Youssef Belaïli épate à chaque fois avec la sélection nationale. Il traînait une petite blessure, il a reçu un choc, mais logiquement il tiendra sa place ce mardi face au Burkina. Est-ce que vous attendiez à ce Belaïli avec l'équipe nationale? Juste pour revenir à c'est pas une anecdote, une histoire que j'ai avec lui, à 15 jours avant le fameux match de la Zambie, Algérie-Zambie en 2010. C'était début 2011. Il traînait une blessure. Il avait un problème de ménisque. Il s'est fait opérer. Et une semaine après, il a repris, il a joué, il a fait un grand match. C'est quelqu'un qui aime le ballon. Ils ont fait un très très grand match. En parlant du parcours de Youssef tout au long de ces dernières années, il a connu des couacs, mais malgré ça, il est revenu au sommet de sa forme. Il est, il faut le dire, l'un des hommes forts de Djemal Belmadi actuellement. Je dirais, s'il n'y avait pas une disette entre 2011 et 2015, Belaïli il aurait fait jusqu'à 2017. Hein. Belaïli aurait fait, on aurait peut-être vu aujourd'hui jouer au Real ou au Barça, hein. Même en Angleterre. C'est un joueur pétri de qualité, c'est un joueur qui peut faire n'importe quel geste et te trouver des solutions dans n'importe quel coin. Et ce match face au Burkina Faso, je disais... Mais juste puisque vous m'avez posé la question sur sa blessure, c'est joueur. Bergelou Adel, comme on le dit, comme disent les joueurs. Il va jouer. Très très bien. Ce match, je le disais, face au Burkina, jouera en présence du public à Abdelnour. Bonne nouvelle pour le coach national et les joueurs qui pourront donc compter sur l'appui au stade Mustapha Tchaker. Et justement, la billetterie, on va en parler. Ce match, la billetterie a été ouverte vendredi donc au stade Mustapha Tchaker. On voit les images. Il y a eu foule autour de la vente de ces billets. Et il faut savoir que 14 000 tickets ont été imprimés pour ce match. Et tous les billets ont été écoulés. Et on voit même les supporters qui n'ont pas été vaccinés pouvaient le faire justement au moment d'acheter leurs billets. C'est une bonne chose de compter sur le public mardi, Abdelnour. Bien évidemment, hein, on a quand même assez souffert de son absence. Ça fait bientôt 2 ans que non seulement l'équipe nationale, mais même nos équipes. Voilà. Ah. Donc le retour du public, bien évidemment, ça aide énormément, d'autant plus qu'on a un public merveilleux qui supporte notre équipe nationale toujours, hein, et plus particulièrement depuis qu'on a remporté cette Coupe d'Afrique. Il sera d'un apport extraordinaire.
Bon, les Burkinabés ont essayé de jouer un peu sur ça en disant que le public va peut-être. Mais non, ça va être une force supplémentaire. Moi, je pense que les stade supporters. Ne sera pas plein, puisqu'il y aura 14 000 seulement. Un stade qui fait 25 à 30 000 places. En raison, donc, ça sera pratiquement la moitié du stade qui sera plein. Mais ça va nous aider énormément. Moi, je suis sûr et certain que pendant 90 minutes, ils seront derrière notre équipe. Et pourquoi pas terminer ce match-là en fêtant la victoire et en espérant aller les matchs barrages. Le match barrage. Justement, on va écouter quelques déclarations des supporters, eux qui se sont empressés d'acheter ces billets justement avant leur écoulement. عودة تكون بالنسبة للشعب الجزائري ليس للفريق الوطني فقط ولكن حتى للصحة الجماعية وهذا إن دل على شيء فإن على الوعي الكامل لكل المناصرين وخاصة القطاع الصحي وخاصة بروتوكول يعني الأمن لعب دور تاعو وحتى المنظمين الله يبارك ما في ملعب الشهيد أقول الشهيد مصطفى الذي عدة اعتبارات وهي الفوز ثم الفوز يعني في كل المقابلات التي لعبها الفريق الوطني في هذا الملعب. كنا متشوقين للعودة سورتو الفترة بزاف وكما راك جينا نديروا الفاكسان الحمد لله اللي نرجو في علينا بزاف باش يرجع هذا لسان المنتخب الوطني وحنا نبغوا نوصلوا نتفرجوا نرافقوا محرز وللجوار باش يكونوا في اريحيه. Les supporters algériens qui n'étaient pas vaccinés l'ont fait justement juste pour leur permettre d'assister à ce match à partir des tribunes. Oui, malheureusement, l'efficacité du vaccin, c'est que après, bon, c'est pas. Mais c'est plaisir de revoir un peu les supporters. Ils sont tous contents. On a vu ces jeunes-là qui sont très heureux de retrouver Tchaker. Ils l'ont dit, de revoir les Mahrez et compagnie. C'est la joie pour eux. Hein. Les 14 000 billets ont été tous écoulés donc vendredi. Alors qu'on parlait peut-être que l'opération de vente allait se poursuivre, notamment les samedis, dimanches. Finalement, les vendredis, tous les billets sont partis. Si des matchs de Ligue 2, le stade est plein. Alors, on va pas, surtout ces 14 000. Je pense qu'on a un public au nord, on a des supporters de toute l'Algérie qui aiment le foot. Sincèrement, c'est un plaisir de les revoir. En parlant des supporters et de ces billets, justement, aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse et des Sports a pondu un communiqué, justement, en révélant qu'il y avait malheureusement encore des billets qui circulaient sur le net, qui se vendaient sur... soit faux, soit... Voilà, il y a des faux billets, bien évidemment, mais aussi des vrais billets, malheureusement, qui se vendent actuellement sur les réseaux sociaux et à des prix exorbitants, sachant que le billet était cédé au guichet à 3 dinars et le MGS dit avoir saisi les autorités compétentes, justement, à déposer plainte pour mettre la lumière sur tout ce qui s'est... C'est étonnant, les guichets à Blida... pas plus de 5 voilà, billets. Pas plus de billets, donc... 2 billets pour chacun. Mais 5 billets, c'est une manière aussi de ne pas, d'éviter la foule. C'est pour ça on a un petit peu... en sachant que... La seule solution, et on l'a vu au stade d'Oran, justement, Ahmed Sabah, c'est de passer au billet électronique. Ah oui. Là, ça devient une nécessité, notamment quand on parle de l'équipe nationale. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur ce match face au Burkina. Cette finale, donc attendue face aux Étalons, ce sera ce mardi à partir de 17h. Évidemment, le match sera retransmis en direct sur les deux chaînes El Oula et Shababia. Et on espère que les Verts, on leur souhaite bonne chance et on espère, Inch'Allah, une belle victoire et une qualification pour le match barrage. À présent, messieurs, on va passer on reste toujours avec l'équipe nationale, mais cette fois-ci, l'équipe nationale a pris. On ne peut plus l'appeler l'équipe nationale des locaux, puisqu'il y a pas mal de joueurs qui évoluent en Tunisie, mais aussi au Qatar et en Arabie Saoudite qui sont convoqués et qui vont être présents dans la liste de Majid Moussala pour la Coupe arabe des Nations, qui va débuter dans quelques jours, le 30 novembre prochain.
l'équipe nationale a subi sa première défaite sous l'ère Majid Bouguera. C'était face à la Nouvelle-Zélande. On s'y attendait pas. Peut-être à cette défaite face à cette équipe zélandaise qui très souvent est efficace en rugby, mais qui a pu nous battre 1-0, sachant que cette équipe a joué avec l'équipe première, alors que l'équipe algérienne a évolué, notamment avec son équipe, on le disait, A', mais a été aussi pas mal chamboulée par Majid Bouguera. Une défaite 2-1, je le disais, Abdelnour, est-ce que c'est inquiétant ou vous dites que c'est bien de perdre là, justement, et avoir le match souligné que la Nouvelle-Zélande est beaucoup plus connue pour son rugby, c'est exact. Mais il ne faut pas oublier de la CONCACAF, ils ont toujours joué les premiers rôles et puis ils ont une très bonne équipe, d'autant plus qu'ils ont joué avec l'équipe A. Bon, maintenant, l'équipe de Bouguera... On va à l'équipe A qui a joué face à cette donc équipe. l'équipe de Majid a été complètement remaniée, puisqu'avec les départs de Rechad, de Amoura, de Zorgan, de beaucoup de joueurs, c'est vrai qu'il va récupérer ceux qui jouent dans les pays arabes, dans les pays en Tunisie. Je crois qu'on n'en a pas. Non, c'est le premier stage qu'on a convoqué, les joueurs qui jouent à l'extérieur d'Algérie. Oui. C'est pour ça que... Lors du précédent stage, on avait ramené des joueurs qui évoluaient en Tunisie, notamment. Et là, on voit Bentebka et d'autres joueurs. Et pour la Coupe, il va y avoir tout le monde. Il va y avoir sans doute Bounjah, Belamri. Je ne pense pas que... Si, puisque le championnat qatari va observer une trêve aussi. Mais juste après la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, c'est en janvier. En janvier, bon. Est-ce que vous pensez que les joueurs vont rester inactifs pendant 5 semaines à quasiment... Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas quand même rentrer dans ce... Non, Jamal Belmadi, on a parlé. Jamal Belmadi, on a parlé. J'ai pu discuter avec Majid Bouguera. C'est possible. Si jamais ils ont besoin de temps de jeu supplémentaire, ceux qui sont au niveau des pays du Golfe, et même en Tunisie, en Égypte, on n'en a plus. Au Maroc également, on n'en a pas. Donc ça va être avec les joueurs locaux aussi. Voilà, les joueurs locaux, plus ceux qui jouent dans les pays du Golfe et éventuellement ceux qui sont en Tunisie. Donc je pense que si jamais, il ne faut pas oublier qu'il y a Brahimi qui est là-bas. Vous l'avez souligné. Il y a Bounjah, Bentebka qui joue en Arabie Saoudite. Oui, il y a Zorba qui est en Arabie Saoudite. Il y a plusieurs possibilités. Maintenant, le plus important, c'est que cette équipe puisse être prête le jour du démarrage de cette Coupe arabe. Mais ce qu'il fallait signaler, c'est que Bouguera a préparé, disons, 5 ou 6 matchs avec les locaux, purement locaux. Oui. Aujourd'hui, il va peut-être trouver des petits soucis. C'est ça la question que je voulais vous poser, Azdine. Quand on a... je le plains un petit peu, Majid Bouguera, puisqu'au mois de juin, il a travaillé avec un groupe. Quasiment 5 de ses titulaires sont partis, ont quitté le championnat. Et pas de moins. Ont quitté le championnat algérien pour de facto pas sélectionnable. Là, depuis quelques semaines, face au Bénin, il a joué avec une équipe composée du championnat algérien et tunisien. Là, il fait appel à des joueurs qui évoluent en Arabie Saoudite. Pour la Coupe arabe, qui débute dans quelques jours donc, il peut compter sur les joueurs qui jouent en sélection nationale et qui évoluent au Qatar, à l'image de Bounjah, Belamri et Belaïli. C'est compliqué d'élaborer un plan d'attaque et une équipe quand on a autant de... Excusez Azdine, avant juste une minute. Il ne faut pas oublier que Majid travaille dans la même lignée que Jamal. Oui. Donc au niveau si jamais il doit récupérer... Pas avec le même effectif aussi. Bien sûr. Maintenant, s'il doit récupérer en équipe A, à l'image, vous l'avez si bien dit, de Belaïli, de Belamri et éventuellement de Brahimi, de Bentebka, de Sayoud qui est en Arabie Saoudite, qui est quand même pas mal de joueurs. Il lui reste bien sûr à ce que ça soit, qu'il puisse travailler en scène et essayer d'être efficace. L'avantage, c'est qu'il aura des joueurs individuellement plus forts. Bien. Maintenant, nous on pose la problématique. Et pour le groupe, Azdine, quand tu travailles avec un groupe, et ce groupe est chamboulé à chaque stage, c'est compliqué aussi. Oui, c'est compliqué, mais Abdelnour a parlé d'une ligne de conduite déjà instaurée au niveau national. Il y a
l'équipe A ou l'équipe prime, il y a quand même une politique, un sérieux, une sérénité beaucoup plus. Parce que généralement, ce qui perturbe les groupes, c'est un manque un manque des absents. Mais ici, il n'y a pas tous ces facteurs-là. Il y a, au contraire, il y a une dynamique dans le groupe. Au-delà du résultat contre la Nouvelle-Zélande, je pense qu'on va avoir de meilleurs joueurs d'une qualité individuelle très très intéressante et je pense que là, plutôt Bougara va retrouver quelques jours avant le début du tournoi un groupe quand même d'un bon niveau qui va compenser le manque de cohésion. En parlant de Belmadi, je vous donne la parole. Il faut savoir que Belmadi s'est exprimé justement à ce propos en conférence de presse parlant, en évoquant la nécessité justement de mettre à disposition les Bounjah et compagnie, ceux qui évoluent notamment au Qatar, de les mettre à disposition de Majid Bougara. Il est d'accord, puisqu'il dit que ces joueurs-là ne peuvent pas rester inactifs pendant 4 semaines au minimum, puisque le championnat du Qatar sera est à l'arrêt déjà actuellement, et sera à l'arrêt jusqu'à la fin de cette Coupe arabe. Mais il nuance Jamal Belmadi en disant que si jamais l'équipe nationale venait à aller au bout de la compétition, donc en disputant 6 matchs avec une moyenne d'un match tous les 3 jours, là, il donnera des instructions à Bougara de ne pas faire jouer Dernier match, voilà. les joueurs à 90 minutes, par exemple. Un Bounjah ne pourrait pas jouer 6 matchs ou Belhamri 6 matchs de suite. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que lors de ce tournoi de Coupe arabe, il ne faut pas oublier que tous les pays du Golfe participeront avec leur équipe A. Donc ça sera... Presque, oui. C'est tout. Les Saoudites, le Qatar, oui, notamment Bahreïn, peut-être la Syrie, peut-être... Ça va être les équipes A qui vont jouer. Donc déjà au départ, on sera peut-être un peu... on ne sera pas à l'aise. Si c'était notre équipe A qui jouait, là, il n'y aurait aucun souci. Bon, mais maintenant, il y a un objectif qui a été tracé. Azdin l'a si bien dit, on a de la qualité individuelle. Maintenant, il faudrait que cette qualité individuelle soit mise au niveau du collectif, tout simplement. Azdin, vous étiez, je disais tout à l'heure, sélectionneur de l'équipe A prime, c'était plus l'équipe olympique, où vous avez justement eu à diriger les Belaïli et consorts. Quand on est sélectionneur de ces équipes-là, A prime, olympique, est-ce qu'il y a de la pression sur l'épaule? Est-ce qu'il y a de la pression? Il y a toujours de la pression. Vous avez déjà un public. Hein. Quoi qu'on dise, il y a toujours des gens qui suivent bien. Désormais, même elle est attendue. Aujourd'hui, il se trouve que les U20, ils sont tellement critiqués au vu de 3 rencontres. Il y a 2 défaites. On va en parler. Non, juste pour vous dire, même les U18 qui ont perdu en France, les gens suivent, les gens commentent, les gens interviennent. C'est pour ça que ça devient une pression sur l'entraîneur et son staff. Très bien. Là, on revient à ça, puisqu'on a eu l'occasion de lui. À l'époque, on était juste passé un peu avant lui, avec Abdelhak Benchera, au niveau des Olympiques et des locaux. L'objectif, ils sont passés par la fond. C'est vrai que peut-être au niveau engouement national, au niveau des supporters, c'est pas la même pression qu'avec l'équipe A, mais néanmoins, on est tenu d'avoir des résultats. Parce que, dans tout ça, on est en train de parler aujourd'hui des U15, des U17, des U20. L'essentiel, c'est qu'on puisse les retrouver à un meilleur niveau en équipe A. Et c'est ça le plus important. Ce qui était le cas avec l'équipe de Azdin il y a quelques années. On retrouve les joueurs Abdellaoui, Belaïli, les Farhat. Malgré tous les problèmes les accusations qu'on a apportées sur cette équipe. Il aura fallu attendre l'arrivée de Jamal Belmadi pour donner la chance à ces joueurs. Alors que nous, la presse, par exemple, on disait que ces joueurs méritaient plus d'égards, notamment en sélection A. Heureusement que Belmadi est là pour leur donner la chance et ces joueurs-là ont su guider l'équipe nationale à un sacre, notamment en Coupe d'Afrique. Jamal a fait taire pas mal de mauvaises langues, hein, surtout concernant non seulement notre équipe nationale, certains joueurs
pratiquement complètement mis de côté. Il a réussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à redynamiser cette équipe, à donner une âme à cette équipe. Aujourd'hui, l'Algérie, qu'on le veuille ou pas, au niveau mondial, africain, ça s'est déjà fait, et il faut qu'on prouve avec la prochaine Coupe d'Afrique et une qualification du monde pour... Avec des joueurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on passe, messieurs, maintenant à l'autre équipe nationale, cette fois c'est l'équipe nationale U20, qui joue en ce moment, qui joue plutôt actuellement en Tunisie, cette coupe de l'UNAF. Et il y a eu malheureusement 2 défaites, vous le disiez tout à l'heure, Asdine, face à la Tunisie, 3-2, alors qu'on menait au score 2-1 dans les temps morts. Après, il y a eu un renversement de situation avec cette victoire au final de cette équipe tunisienne. Et il y a eu une défaite face à l'Égypte et hier une victoire, heureusement, face à la Libye. Donc la bande qui avait gagné un tournoi finaliste, c'est ça. Voilà. Je confonds avec les U17. Voilà, c'était contre l'Arabie Saoudite, la finale. Voilà, c'était face à l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe des U20? Est-ce que c'est, malgré la défaite, on peut dire que c'est une bonne chose pour ces joueurs d'apprendre? Il a signalé Abdelnour, c'est que notre objectif, c'est qu'il y aura des joueurs qui se distingueront au futur. C'est ça, le plus important. Même si on ne gagne pas de titre, mais à la limite, on aura quand même un potentiel très intéressant, mais j'estime qu'aujourd'hui, avec tous les investissements qu'a fait la fédération, que ce soit au temps de Lorawa, ou Zetchi et Chafdin, il y a des investissements sur les jeunes. L'Algérie, on va demander des titres. C'est que tout travail mérite une récompense. Voilà, il y a un titre. Rapidement sur cette équipe U20. J'ai oublié de dire que l'équipe nationale après-EMA affrontera le Sud-Soudan demain à 15h30 en match amical, le deuxième match amical pour la bande à Majid Bougala. Ils ont perdu, c'est pas une fin en soi. Hein. Il ne faut pas oublier que cette équipe, ça fait les Tunisiens et les Égyptiens travaillent régulièrement, ils font des matchs amicaux, ils sont bien préparés pour ce tournoi. Aujourd'hui, nous, on a une équipe, c'est vrai qu'ils avaient été finalistes, mais l'objectif de cette équipe, c'est surtout la qualification aux Jeux Olympiques. Il ne faut pas l'oublier. Donc le tournoi de l'UNAF, c'est un tournoi, c'est vrai, être champion de l'UNAF, c'est un titre honorifique, tout simplement. Ça encourage les joueurs, ça encourage les jeunes joueurs. Mais par contre, la Coupe d'Afrique et les qualifs pour les Jeux Olympiques, ça c'est autre chose. Très bien, messieurs, avant de passer à la Ligue 2 dans quelques instants, moi je voudrais rebondir notre invité du jour, Asdine Aïdjoudi. Asdine Aïdjoudi, depuis vendredi, donc depuis avant-hier, 2 jours, vous n'êtes plus l'entraîneur du MC Oran. Pour quelle raison est-ce que vous avez déjà démissionné? Comment ça s'est passé? Non, moi j'aurais souhaité, sincèrement, continuer parce que on a préparé une équipe pour la saison, c'est pas pour 1 ou 2 matchs. Moi, au-delà des résultats qu'on a réalisés, il n'y a pas que le MCO qui a peiné des ans à réagir en ce début de championnat. Il y a aussi d'autres clubs avec 3-4 points. Il n'y a pas d'évaluation à faire. C'est ce n'est beaucoup plus des accusations gratuites si on veut te blesser ou essayer de t'humilier. On va dire que ça ne va pas. Alors que c'est vrai, il y a des disputes, c'est pas sorcier. Et tout le monde sait qu'à Oran, il y a quand même des clans, chacun son clan. L'opposition. Malheureusement, moi personnellement, je suis venu en tant qu'entraîneur travailler. Le président... Vous aviez bien débuté le championnat. Bon, le championnat, notamment avec une victoire trois matchs. Une victoire à l'extérieur à Constantine. C'est pas une question. Finalement, c'est une question de résultat. Même si on gagne tous les matchs,
vous voyez, on est revenu plutôt de Constantine avec une victoire. En rentrant sur le terrain à l'échauffement, tout le monde huait, tout le monde insultait. Avant le parado. Avant le parado. Ça veut dire, là tu te poses des questions. Finalement, il y a une opposition de partout. Il y a pratiquement, moi, comme je l'aurais dit, il y a 5 groupes. Et les plus dangereux, comment on appelle ça, c'est les gens qui restent attentifs de loin. Ils sont là, ils attendent. Alors que le MCO aujourd'hui a besoin, avec Mahyaoui ou avec Djebari ou avec Baba ou avec d'autres. Moi, j'ai insisté depuis mon arrivée sur la sérénité. Finalement, je peux l'avoir dans mon groupe, et à qui j'ai confiance, mais après, il y a des facteurs que je ne peux pas maîtriser. Justement, le MCO, franchement, c'est un gros coup de gueule là, que je voudrais un petit peu évoquer aujourd'hui et dénoncer notamment ce qui se passe à l'intérieur de ce club depuis pas mal d'années. Azdine, vous disiez, en parlant de résultats, la saison dernière, il y avait les résultats avec un très bon début de saison. Tour à tour, Kazouni a été limogé, il y a eu Blatoui, l'enfant de l'équipe, du club, qui a été poussé à la démission. Madoui, par la suite, n'est resté que quelques matchs. Et pourtant, il avait aligné pratiquement, je ne me rappelle plus, une série de 10 ou 12 matchs sans défaite. Il y a des facteurs. Jusqu'à quand cette équipe du MCO, cette ville d'Oran plutôt, ne peut plus gagner de titre? C'est désolant. C'est vrai, c'est pas mon club, mais un club que je respecte beaucoup. Je pense que tous les Algériens admirent cette équipe du MCO. C'est une équipe historique. Et même, je dirais même, il faut une société nationale. Ça, c'est. On va pas sortir. Ça, c'est le discours que j'entends du côté du MCO et de plusieurs clubs depuis plusieurs années. Mais si Azdine, je vous coupe. Le problème des sociétés nationales et publiques. Évidemment que chaque club voudrait avoir ce privilège. Le MCO, oui, Oran mérite. Le MCO mérite. Mais en attendant de l'avoir, Azdine, il faut travailler. Il faut laisser ce club gagner ses matchs. 5 clans. 5 clans. C'est même pas 2 clans. 5 clans. Vous vous rappelez, Azdine, tu te rappelles très bien, il y a quelques années de cela, où 2 équipes du MCO sont rentrées pour jouer un match. Ouais. Oui. C'était déjà désolant pour les matchs du club. À l'époque, alors que le MCO est un des plus grands clubs algériens, qu'on le veuille ou pas. C'est un club où il y a eu de très très grands joueurs, à l'image de Hadfi, Farih Allah Rahmou, et je ne vais pas les citer tous, Bediar, l'Arbi, enfin tout. C'est aujourd'hui, quand le MCO a soulevé le problème des sociétés nationales. On est en train d'épouser un professionnalisme à l'algérienne, je dis bien à l'algérienne, parce que le professionnalisme, c'est pas ça du tout. Maintenant, pourquoi? Et on ne peut pas parler de 2 poids ou 2 mesures, mais il y a des clubs qui sont privilégiés et qui ont des sociétés nationales, et d'autres non, alors qu'ils auraient tout à gagner en ayant des... C'est pas des centaines de milliards qu'on est en train de voir, comme on l'a vu dans certains clubs il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, on revient à la raison, il faut un budget quand même moyen, mais personnellement, je ne vois pas aujourd'hui un président qui peut investir de son propre argent chaque année 20 à 30 milliards. Mais à la fin de saison, on trouve des bilans exorbitants. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Quand on est en train de voir, c'est pour ça que j'ai dit il faut incriminer les présidents, fatalistes comme on dit. Il part, il laisse derrière lui tout un déluge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les sociétés nationales qui peuvent apporter avec une grande cagnotte football national et non pas et plutôt ne pas donner à un club et laisser d'autres. En parlant, pardon messieurs, je voudrais rester avec Azdine. Le MCO, l'environnement est pourri. Ça, tout le monde le sait. Malheureusement. Il y a eu un fait, j'étais très étonné, pas étonné, déçu par un comportement d'un supporter, un pseudo-supporter qui a giflé le président Mahyaoui la semaine dernière. C'est plus que regrettable d'arriver à gifler un président comme Mahyaoui avec tout l'âge c'est plutôt qu'il a. Je trouve que ça résume le désarroi qu'il y a au sein de cette équipe. C'est un geste condamnable que je n'ai pas apprécié même
clairement, l'une des motivations de quitter, c'est par rapport à tout ça. Quand vous voyez tous ces gestes-là, vous gagnez un match, vous rentrez Et vous êtes vous insulté. faites insulter et même, disons, humilier devant votre adversaire. Je pense que de ce côté-là, Est-ce qu'il y a eu un manque aussi de communication avec le malgré, président? je dirais, non, attends, le Wali avait de bonnes intentions avec nous, il nous a félicités, il nous a aidés, il a mis le paquet, mais malheureusement, devant une situation, disons, à la limite, comme s'il y avait une dualité, disons, c'est compréhensif. Quand il y a deux clans, mais quand vous voyez Cinq qu'il y a clans. beaucoup de clans, là, C'est beaucoup. là, En sincèrement, parlant justement de clans, d'après mes informations, mais il y a un bon public connaisseur, hein. oui, Mais heureusement, bon public. heureusement, c'est connu, heureusement. bon public. On parle de pseudo-supporters, on ne sait même plus comment les nommer à présent, parce que un supporter, on peut comprendre la passion, le stress, pas mal de choses, mais le supporter est là avant tout pour encourager son équipe, la soutenir, notamment, comme vous le dites si bien, après une victoire à Constantine, on joue à domicile face au Paradou, et à l'échauffement, on voit des insultes qui émanent des tribunes. C'est ce qui a poussé notamment le président Mariaoui a fait dit aussi là, a demandé le huis clos pour son équipe. Il dit qu'il va saisir la Ligue pour jouer à huis clos, ce qui est ridicule. Si on ne peut pas condamner tous les supporters du MCO à cause de faits regrettables. Asdine, quelle a été la relation, la nature de la relation avec le président Mariaoui, puisque selon mes informations, c'était très très froid. Non, c'est pas très froid, non. Le président j'ai beaucoup de parle respect. dans la presse où il dit j'ai plus de contact avec Azdine Diop. Non. Là, c'est une. Il y avait une séance d'entraînement et moi j'étais à l'hôpital avec ma fille plutôt. Et là, il m'a appelé à 15h35. Ils ont commencé l'entraînement. Puis après, j'ai essayé de le rappeler le soir. Sinon, mais lui, entre-temps, il a fait une déclaration. C'est pas grave. Il s'emporte. Non, le plus important, c'est que moi, personnellement, je veux dire, je n'ai plus de motivation. Oui, c'est vrai. Donc vous avez décidé de partir. Il n'y a pas de résiliation. Il y avait entre nous une rencontre vendredi passé. On n'arrive pas à avancer. Lui avec ses idées et moi avec les miennes. Je pense qu'il a choisi autre chose. Tant mieux pour l'équipe. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas un perturbateur. Je pars la tête haute. J'ai le cœur tranquille. Je souhaiterais le bonheur à cette équipe du MCO. Face au Paradou, je me rappelle que Nordin Hanek, qui commentait le match sur Canal Algérie, en revenant de Rome, avait dit que au moment du match, dans les tribunes, il y avait Hankouch, l'entraîneur Hankouch qu'on salue, était présent dans les tribunes, et déjà à ce moment-là, ça parlait. Sincèrement, ça ne m'intéresse plus d'écouter, d'entendre. Mais quand vous êtes en train, il y a un coach qui est dans les tribunes. Pourquoi Moi, je dirais même un coach qui vient assister à mes séances, je le salue. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'échange entre nous. On va travailler avec des entraîneurs importés, malheureusement. Il n'y a pas d'entraîneur algérien. Au contraire, je n'ai aucun complexe de recevoir l'entraînement ou d'aller même. Il faut essayer de cultiver ça. Chez nous, les entraîneurs, malheureusement, quelqu'un vient, on le suce, le contraire. Moi, personnellement, pourquoi moi aussi, comment vous allez me trouver à stade, hein? Un petit mot aussi sur, on parlait de votre relation avec le président Mariaoui. Il se dit aussi que Mariaoui a voulu un petit peu vous entraîner à dénoncer ou à attaquer certains clans, justement. Je dis, vous le connaissez, il y a un seul club où je peux réagir ainsi. Il y a Magieska, c'est mon club, je peux réagir, je peux critiquer, mais je suis à Oran, je suis un entraîneur, je dois respecter mon club. Et les supporters. Et ne pas rentrer dans les disputes. En parlant football,
l'équipe, malheureusement, encore une fois, a été complètement changée à l'intersaison et pourtant il y avait un bon groupe du côté du MCO, mais en raison de la crise financière, pas mal de joueurs sont partis l'été dernier. Il y a eu un recrutement massif aussi du côté du MCO. Vous les avez entraînés, vous les avez préparés, ces joueurs. Est-ce que vous pensez est-ce que vous pouvez rassurer les supporters du MCO que ces joueurs pourront mener le MCO je veux dire, à bon port cette saison? Moi, j'ai dit, c'est pas le titre, il n'y a pas de grands moyens, mais les joueurs que j'ai sous ma coupe, ils peuvent rivaliser, ils peuvent jouer, ils peuvent. J'ai dit que si je devais finir la saison en rang, pas moins de la 6e place, si ce n'est pas 5e, 4e. Attendons un petit mot sur ça. Ça plus une surprise malheureusement, mais à Oran ça devient fréquent. Chaque début de saison, la saison débute, bismillah, et déjà le premier problème par le MCO, c'est pas toujours. On l'a bien dit tout à l'heure, la saison passée, en début de saison, quand on a vu le classement, si le MCO a joué les premières places. Et malheureusement, il y a eu 4 entraîneurs qui sont passés et un 5e qui arrive à la fin. Donc, c'est malheureux. Aujourd'hui, l'MCO, à l'image de beaucoup de clubs, ne travaille pas en perspective. le MCO. À Asdin, on en avait discuté bien avant. Je peux me permettre de le dire. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as été faire à Oran? Tu connais, il est parti avec la ferme intention de faire un travail conséquent, un travail technique. Et il faut souligner, parce qu'aujourd'hui, l'entraîneur se retrouve confronté. Pourquoi non seulement, vous lui avez dit parce qu'on connaît les problèmes que le MCO avait rencontrés la saison passée. Ce n'est pas par rapport au président ou par rapport à tel ou tel gens qui est difficile à gérer. Aujourd'hui, quand un entraîneur prend une équipe, le plus important pour lui, c'est ce qu'on met à sa disposition dans le cadre de son travail. Donc ça va être uniquement le volet technique qui l'intéresse. Maintenant, si jamais il doit se pencher sur le problème de paye, sur le problème d'équipement, sur le problème de primes, sur le problème de déplacement, il n'a pas le temps de faire son travail. Donc, déjà, la saison, il y a des problèmes. Oui. Au final, Ils ont les gens c'est pour ça que j'ai parlé de ça une grande équipe du voir c'est ça, qui joue les Coupes d'Afrique, on aura ce stade à disposition. Messieurs, rapidement, donc avant de céder l'antenne avec cette Ligue 2 de groupe, vous le savez, avec qui fait carton plein. 4 matchs, 4 victoires. La dernière, c'était à Mascara, 2-0 à Denor, le RCK avec Ahmed Gasmi, avec Yahya Sherif. Ils ont ramené une équipe expérimentée cette fois-ci. Des joueurs expérimentés, mais qui sont toujours rentables. Au niveau on ne ramène pas un joueur expérimenté, mais qui n'a plus rien dans les jambes. Aujourd'hui, Gasmi, vous avez parlé de Yahya Sherif et consorts. Les deux, la saison passée, ont joué des Coupes d'Afrique. Absolument. Donc ce sont des joueurs qui ont encore beaucoup de potentiel. Ils peuvent donc, c'est très bien pour Kouba. Kouba, ça fait combien d'années qu'on ne les avait pas revus. J'espère que cette année, ça va être la bonne pour qu'ils rejoignent la division 1. Et Kouba qui mène au classement, qui est premier, donc devant l'équipe du MCL Bayat. Du côté de l'Est, l'US Chaouia qui a enchaîné 3 victoires de suite, a été tenu en échec, cette fois-ci à domicile, par le Mouloudia de Béjaïa, un but partout. Chaouia aussi qui veut retrouver l'élite après plusieurs années d'absence. Il y a le Chaouia, c'est vrai, mais
Il y a d'autres qui peuvent jouer l'accession. Mais disons, le plus important, c'est qu'on va avoir quand même un niveau acceptable avec ces équipes. C'est un championnat de Ligue 2 avec la saison dernière, c'était 3 groupes, cette fois-ci 2 groupes, centre-est, centre-ouest. Est-ce que c'est pas beaucoup aussi? On aurait aimé avoir une Ligue 2 avec un seul groupe. National. Comme ça, il y a quelques c'est pour années. ça que moi, je suis des partisans d'une ligue d'excellence, avec tous les moyens qui peuvent représenter dignement l'Algérie. Une Ligue 1 avec 16 clubs, une Ligue 2 cette Ligue 2 qui va être, disons, l'antichambre de l'excellence. Voilà. Mais sinon, comme ça, si on doit rester comme ça, il faut choisir. Youssef, est-ce que les résultats et les classements sont disponibles? C'est prêt, voilà. Vous pouvez les balancer, donc les résultats et les classements de cette Ligue 2. On arrive donc au terme, à la fin de cette émission, ce 4e de la saison. Merci Azdine d'avoir été présent et d'avoir décortiqué avec nous, notamment le match de l'équipe nationale et celui qui va arriver face au Burkina, mais aussi on a parlé longuement sur le MCO et on souhaite évidemment bonne chance à cette équipe du MCO. Merci. Et à Judy. Justement, j'allais vous poser la question à Judy. Est-ce qu'il y a un autre club dans le viseur? Moi je suis sincère. Je suis contre. J'ai toujours été contre les entraîneurs de 2 mois, 3 mois. J'en fais partie. Vous avez fait le tour, Azdine. Non, j'ai fait pas mal de clubs. Mais dans la stabilité au moins, minimum, parce que je dirais le meilleur entraîneur en Algérie, c'est celui qui résiste 6-7 mois. Hein. Finalement, s'il fait une saison, c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Et vous avez fait un parcours honorable avec l'US Biskra la saison dernière. Azdine, depuis 3 ans, bon, il ne faut pas oublier que... Rapidement. Il avait pris Ain Mrila, et puis avec Ain Mrila, il avait fait un travail extraordinaire. Malheureusement, ils sont confrontés pratiquement au même problème que le club. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le MCO, j'ai essayé de faire une préparation de bien saison, pas de match. Merci c'est moi qui vous remercie. Puis, les gens, quand on va saluer nos amis, parce qu'il y a beaucoup de messages d'anniversaire, que je salue tout le monde, les gens qui ont leur anniversaire aujourd'hui. Donc bon anniversaire à tout le monde. Je ne veux pas citer. Il y en a beaucoup. Abdelnour, merci, à la semaine prochaine. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, et je remercie à mon tour donc, toute l'équipe technique qui a réalisé pour nous donc, cette émission, cette numéro 2. Évidemment, la réalisatrice Amal Benbat, le script qui était aux manettes, donc Youssef Issaad et Sarah Albel, les journalistes Fatah Abada. On vous dit à la semaine prochaine, restez branchés sur Canal Algérie.